Monsieur Chelvathieu, vous êtes, vous, le président d'une petite entreprise qui s'appelle Eurotrésorerie Consultant, et vous êtes aussi membre, trésorier, ce qui est encore plus important, du club 21e siècle, qui a pour but de promouvoir des entrepreneurs issus d'une immigration, d'où qu'elle vienne. Vous êtes, je crois, vous-même né au Cambodge. Et comment réagissez-vous au propos de ce CLE? Est-ce que vous partagez ces regrets, ces reproches, ces indignations, ou pour vous, le concret et les difficultés sont ailleurs? Écoutez, je voudrais ramener le débat effectivement à la vie quotidienne, celle que je connais tous les jours. Et vous avez combien de salariés? J'ai 12 salariés. Oui. Et donc en fait, ce débat très de haut niveau, je me sens un petit peu éloigné. Mais ce que je peux confirmer, c'est que entreprendre en France aujourd'hui, c'est possible, et que finalement l'entreprise, on le voit au travers de votre reportage, n'est pas l'ennemi du citoyen, et que l'entreprise peut être citoyenne, le dirigeant peut être citoyen. C'est pour ça au XXIe siècle, au club XXIe siècle, qui regroupe en fait une centaine de jeunes professionnels qui souhaitent montrer que, par l'exemplarité, que la diversité est une chance pour le pays. Et on a vu, je dirais, en recevant des grands patrons, comme M. Bébéard, qui est venu nous parler un petit peu du déploiement de la diversité dans son groupe, ainsi que M. Proglio, qui nous a parlé des cadres biculturels dans la conquête. Oui, quand vous parlez de diversité, vous voulez parler de diversité d'origine et d'histoire personnelle. Il se trouve qu'il y a un amendement qui a été proposé au plan Borloo, un amendement proposé par Madame de Panafieux, députée de Paris, en ce qui concerne justement les curriculum vitae, de façon à ce qu'ils soient anonymes et qu'il n'y ait plus la photo, qu'il n'y ait plus mention, etc., etc. Vous êtes pour cette... Ah non, bien sûr qu'on est pour, parce que d'abord, les CV anonymes, c'est une banalité, puisque quand j'ai passé le bac, la copie était anonyme. Quand moi, en qualité de chef d'entreprise, je recrute et je demande à des chasseurs de tête de m'envoyer des CV, parfois les CV sont anonymes. Donc ça, c'est assez banal, donc on est pour. Mais sur le fond, je dirais, le club 21e siècle, nous sommes pour une raison extrêmement précise. C'est qu'on pense que c'est extrêmement important de donner la possibilité à tout candidat d'avoir un premier entretien. Parce que le CV, finalement, ce n'est qu'une photo du passé, et que si on veut évaluer avec les candidats, finalement, tout son talent et sa capacité à contribuer au développement de l'entreprise, il nous faut un entretien en face à face. Et donc, je termine, le CV anonyme pour nous, ce n'est pas évidemment la solution magique pour avoir un emploi, mais en tout cas, ça ouvre la possibilité d'avoir un entretien en face à face avec le recruteur. Bon, je partage le sentiment de M. Thieu que l'anonymat n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'ai beaucoup recruté et j'ai par exemple toujours demandé qu'on ne mette pas la formation, de façon à ce que je ne sois pas influencé par le fait qu'un candidat est autodidacte ou qu'il a fait Polytechnique. Monsieur Thieu, vous êtes dans un secteur de service, de service aux entreprises. Et on voit que dans ces services, et notamment en matière de comptabilité, il y a de plus en plus de délocalisation qui s'effectue, d'abord à partir des États-Unis vers l'Asie, mais aussi de plus en plus de pays d'Europe et notamment de la France. On sait qu'en France, et ce sera bien évidemment l'objet d'une longue discussion ce soir, il y a une vraie angoisse sociale vis-à-vis des délocalisations. Vous, qui êtes dans le secteur des services très précisément, est-ce que vous craignez à votre tour une délocalisation, disons, vers le Cambodge un jour, ou vers le Vietnam en tout cas, ou vers Singapour, qui devient un pôle gigantesque de services dans votre secteur? Est-ce que vous craignez ce phénomène? Oui. Mais il faut bien comprendre, je dirais, la délocalisation, ou en tout cas, il ne faut pas générer des incompréhensions. La délocalisation est une décision de gestion, et très souvent, je dirais, ce n'est pas une décision agréable à prendre. Et en ce qui concerne les services, et je ne veux pas rentrer dans trop de généralité, je parle pour les petites structures que je dirige. Quand vous savez qu'il y a une pression assez forte sur les prix de vente, et quand, je dirais, nous ne pouvons pas répercuter sur nos prix de vente la hausse de nos prix de
production, il est évident que nous allons chercher, je dirais, comment les réduire, nos coûts de production. Et on s'aperçoit que finalement la recherche de la productivité est assez limitée. Et donc en fait, je constate parfaitement qu'il y ait une entreprise qui délocalise finalement les outils de production vers un pays tiers. Et donc comment vous comptez-vous à terme garder votre spécificité et votre avantage sur le marché? Écoutez, je crois qu'il faut, avant de répondre précisément à votre question, il faut être clair que nous avons des capacités d'adaptation dans les domaines des services qui est plus forte que peut-être dans d'autres secteurs de l'industrie. Et la valeur ajoutée, c'est cette proximité avec le client. Et donc, en fait, il faut être conscient du fait que tôt ou tard, on va assister à une nouvelle organisation géographique du travail. Et d'ailleurs, délocaliser à Marseille ou délocaliser au Vietnam, ça revient à peu près au même, puisque maintenant, avec l'Internet, finalement, il n'y a plus la notion de distance. Sauf évidemment pour les salariés concernés. Mais vous avez très bien résumé le processus que Marie-Pierre Courtellemont et Guillaume Barbier sont allés vérifier en Tunisie. Là, ils ont rencontré un entrepreneur français qui est dans le textile, qui avait une petite entreprise à Toulouse et qui maintenant fait fabriquer ses vêtements en Tunisie. Marie-Pierre.